Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. Nous sommes vendredi, c'est le forum de la presse, vendredi 10 avril 2015. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Les sujets sont entre autres le gouvernement malien qui annonce le paraphe par la coordination des mouvements armés de l'Azawad de l'accord de paix. Donc, réaction dans ce studio, la réaction du Maroc sur l'accord de paix et les violences dans le nord du Mali. Le ministre français des Finances qui est à Bamako et qui a été reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La France qui a décidé donc d'annuler les dettes en faveur du Mali et la grippe aviaire. Il en sera également question dans la dernière partie de cette émission. Les invités, c'est Liada Elmeida du journal du Mali.com et Bruno Sedgui du journal indépendant. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famouza Sidibé. Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. Le forum de la presse, c'est au cours de sa cérémonie hier jeudi avec les responsables politiques et acteurs de la société civile que le chef du gouvernement a donc annoncé l'invitation de l'Algérie pour le paraphe du projet de l'accord de paix par la CEMA le 15 avril prochain. Pour le Premier ministre Modibo Keïta, le Mali enverra son représentant à cette cérémonie à Alger, comme l'a souhaité le chef de file de la médiation. Donc l'Algérie. Alors Célia, une réaction après cette annonce du Premier ministre? De toute façon, c'est une bonne nouvelle, même si elle a été un peu mitigée par le démenti qui a été publié. Je pense que vous en êtes informés par une partie des mouvements de la coalition. Donc le peuple malien, nous retenons plus ou moins notre souffle en nous demandant si c'est vraiment le début de la fin ou si c'est une nouvelle ruse de ce que nous avons en face de nous. Alors, Sekbedji, je rectifie donc le nom. Bruno, vous êtes de l'Indépendant. Une réaction après cette annonce du Premier ministre? Bon, c'est une nouvelle à saluer, sauf qu'il faut croiser les doigts pour aller jusqu'au 15 avril prochain pour voir ce qu'il en sera. Ah, oui. D'autant plus que la CEMA a donc confirmé sa participation à cette signature. Célia, est-ce que c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, un pas de plus vers la sortie de crise? Est-ce une victoire de la médiation finalement? Certainement que c'est une victoire de la médiation si nous avons ce paraphe en dessous de ce papier. Vraiment, ça sera un ouf de soulagement pour tout le Mali parce que il est vrai que beaucoup de voix s'élèvent pour condamner le contenu de cet accord. Mais comme a dit quelqu'un, mieux vaut un accord que pas d'accord du tout. Et ce sera certainement le début d'une réflexion qui va nous permettre d'arriver à quelque chose de concret. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, je me permets de le répéter. La question importante dans cette affaire d'accord, c'est la bonne foi des acteurs. Et jusqu'à présent, malheureusement, c'est d'un côté, en tout cas, ce qui nous a le plus manqué. Donc nous espérons que ce qui a permis aux acteurs de la CMA de maintenant dire oui, parce qu'ils avaient dit non il y a quelques semaines, ce qu'on leur a promis, eh bien ces promesses-là soient tenables pour le Mali et que nous puissions définitivement aller vers la paix. Ça, c'est vraiment, ce n'est même plus un souhait, c'est un besoin pour le peuple malien de tourner vraiment le dos à toute cette violence quasi inutile parce qu'elle ne nous apporte absolument rien et faire face à ces enjeux de développement qui sont, ma foi, très très nombreux. Alors, ce blocage, donc, suite au refus de la médiation de la CEMA de parapher donc ce document, ce préaccord de paix, a alimenté les rumeurs et également a ravivé les réactions du côté du Maroc également, qui dit que c'est un recul et le Maroc estime que c'est la CEDEAO donc qui devait conduire cette médiation. Bruno, vous êtes de l'Indépendant. Est-ce que vous pensez que le Maroc a eu raison de réagir de la sorte? Bon, il faut dire que, en fait, le dossier malien est très complexe et donc pour la plupart des observateurs, c'était pas étonnant cette intervention du Maroc
récemment pour ne pas qualifier, pour ne pas applaudir le début de paraphe avec le gouvernement et la plateforme. Parce que le Maroc, quoi qu'on dise, est très intéressé dans ce dossier. Et donc, on ne pourrait pas tout de suite se féliciter de l'amorce du processus. Ce que je voudrais dire particulièrement, c'est cette annonce du fait que la CMA va parapher bientôt, doit être plus ou moins une victoire mitigée parce que c'est suite à un long processus, à une série de pressions, de menaces, de sanctions sur les acteurs que finalement on obtient cette promesse, ne serait-ce que ce n'est qu'une promesse. Et tout de suite on sent sur les agences, les dépêches, comme quoi tous les groupes ne sont pas unanimes à s'engager à parapher le 15 avril. C'est pourquoi je dis il faut vraiment prier maintenant. Nous sommes au Mali, il faut qu'on arrive, comme on le dit, à toutes les Dubaou pour qu'on arrive à avoir ce processus-là s'amorcer ne serait-ce que par le paraphe de la CMA. Et ensuite il y aura la signature. Donc il faut croiser les doigts et tous les acteurs vont tirer les ficelles pour que... Et il faut aussi que le gouvernement, le président de la République joue toutes leurs partitions, prennent la main dans ce dossier-là pour qu'on arrive au paraphe, ensuite à la signature. Donc le lieu encore n'est pas défini. On dit au Mali, mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est à Bamako ou bien à l'intérieur du pays. Donc il y a un ensemble de facteurs qu'il faut coordonner. On va rester encore circonspect. Alors, le Maroc note de son côté, avec une grande déception, le recul préoccupant que reconnaît le processus de paix au nord du Mali. Le ministère des Affaires étrangères du Royaume chérifien souligne qu'après une dynamique prometteuse sous la houlette de la CEDEAO, le dossier malien est désormais traité de manière opportuniste par les parties directement intéressées et loin de son contexte légal et régional prôné par les Nations Unies. Célia, est-ce que ceci est réaliste? J'avoue ne pas avoir très bien compris la question. Est-ce que vous me demandez si le point de vue du Maroc, qui pense que ce doit être la sous-région qui doit gérer, qu'on doit amener tous les acteurs à s'asseoir à la même table pour parler? Bon, c'est un point de vue. Et ce dossier, comme l'a dit le grand frère Bruno, est un dossier extrêmement complexe avec... non seulement une question maliano-malienne, mais aussi des enjeux entre ces différents pays du Maghreb qui ont des différends, d'accord? Et quand le Maroc réagit à quelque chose que l'Algérie considère comme une avancée, il y a une autre lecture à faire de cela. Maintenant, ce que dit le Maroc n'est pas complètement dénué de fondement. Le Mali, avec les différents groupes armés, par l'intermédiaire d'une médiation internationale, a été dans un processus. Ce processus a abouti à un document qui a été discuté pendant des semaines et des semaines et des semaines. Au moment de parapher ce document, ces mêmes personnes qui étaient là au départ disent « Ah, finalement, nous, on n'est pas d'accord, on va rentrer au pays, aller voir d'abord et revenir. » Et quand ces gens discutent à nouveau avec la médiation, c'est sans le Mali. Que se sont-ils dit? Personne ne le sait. D'ailleurs, hier, je lisais dans une dépêche que le MNLA, particulièrement, je ne cite pas la CMA en général, mais le MNLA a déclaré que ils avaient eu des promesses à Alger et qu'ils souhaitaient voir ces promesses-là dans un document formel avant de s'engager à parapher le dit document. Donc si les choses sont traitées mano à mano finalement sans une approche globale, il est vrai que cela comporte des risques et je pense que c'est cela en fait que le royaume chérifien, ami du Mali, a souhaité relever. Alors, nous allons donc partir de ce pas dans la seconde partie donc de cette première étape, les violences au nord du Mali. 4 obus ont été lancés sur Gao cette semaine, faisant 1 mort et 3 blessés. Ces obus ont également détruit des maisons en plein centre-ville. Les forces de sécurité maliennes, la force Barkhane et la MINUSMA se sont rendus sur les lieux. La population restait jusqu'alors malgré tout sereine de cette par rapport à cette attaque. Alors Bruno Segbedi, vous êtes de l'Indépendant, du journal Indépendant. Dites-nous si on peut un jour endiguer cette violence et ces attaques sur Gao, sur les villes du Nord de façon générale. Je rectifie un petit peu. Je suis du journal L'Indépendant. Souvent, communément on dit Indépendant, journal Indépendant. C'est l'Indépendant. Bon, par rapport à la recrudescence de l'insécurité avec les attaques qui se répètent au nord, et
on a assisté même à l'attentat de Bamako. Je crains, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, je crains que ce ne soit un cycle qui puisse avoir malheureusement, hélas, encore des jours devant. Quand bien même le processus va s'engager vers le paraphe, la signature, on se rend compte que les groupes, les mouvements armés au nord ne parlent pas d'une même voix. Et Célia le disait si bien tout à l'heure, il y a une adversité terrible entre les partis impliqués qui tirent les ficelles. Entre l'Algérie et le Maroc, on n'a pas besoin de le dire, c'est une la palissade que de dire qu'il y a une adversité entre ces deux pays. Le Maroc est plus ou moins, ou bien le MNLA est plus ou moins proche du Maroc aujourd'hui. Le TER serait quand même faire la politique de l'autruche. Le ACU est proche de l'Algérie. Donc ces acteurs-là ne pourront pas harmoniser leur point de vue sur le document. Et la mise en œuvre pourrait laisser des insatisfactions de part et d'autre. Donc vous revenez sur l'accord? Oui, c'est l'accord qui est l'élément de base, c'est le mécontentement, ou bien les mécontentements issus de l'accord qui produisent ces attaques et autres là. Donc je crains que le nord du Mali et d'autres endroits ne soient encore le théâtre. Il va falloir que le gouvernement hausse le ton au plan de son outil de défense, au plan de sa sécurité pour renforcer les forces sur le terrain, pour endiguer un tout petit peu la chose, mais je crains que ça ne puisse être enrayé d'un revers de main, quoi. Alors jusque-là, les jets de roquettes sont attribués au mouvement djihadiste. Bruno, est-ce que avec la signature, le paraphe de cet accord, les groupes armés de la CMA peuvent un jour se mettre en lien avec ceux du Mali, enfin l'armée malienne et les groupes d'autodéfense pour venir à bout des terroristes dans le désert, dans le nord du Mali de façon générale? On met les attaques là au compte des groupes djihadistes, mais ne perdons pas de vue le fait qu'il y a une forte accointance entre les groupes séparatistes et les groupes djihadistes. Donc, c'est les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui, du jour au lendemain, changent de manteau pour être djihadistes, terroristes et en même temps maliens sous le couvert du ACU ou du MNLA. Maintenant, ces acteurs, comment les canaliser dans un mouvement qui puisse véritablement s'engager sous le couvert patriotique dans le processus de paix pour taire ces attaques-là? Ce sera compliqué. Parce que la paix va, en tout cas la mise en œuvre de l'accord, va assainir un peu la zone du Nord. Et donc ces gens-là qui vivent dans l'économie criminelle, le trafic de drogue, n'y trouvent pas véritablement leur compte. Donc il va falloir qu'un mécanisme plus vigoureux soit mis en place pour rapprocher tous ces beaux mondes-là à accepter le processus de paix pour que la sécurité revienne un peu plus. Célia veut réagir avant la pause. En 30 secondes, oui. Justement, Bruno l'a si bien dit. En fait, il faut qu'on se le dise, certaines parties qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix au nord du Mali. Terroristes ou groupe armé? Tous ensemble, mon frère. Faites une omelette, vous ne pourrez pas dire s'il y a des œufs de poule blanche, de poule noire ou de poule grise. Ce sont les mêmes individus. À un moment donné, ils ont eu une convergence de vues. Ils ont attaqué ensemble le Mali avec le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Djihadistes et séparatistes. Même si quelque part leurs intérêts ont divergé, ils ont intérêt de toutes les manières à ce que le Mali soit dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Parce que comme Bruno l'a dit, toutes sortes de trafics se passent dans cette zone de non-droit aujourd'hui. Moi, je voulais même parler au-delà des attaques, des tirs de roquettes sur les camps, sur les maisons, etc. Des attaques au quotidien que vivent les populations. Ils arrivent en plein marché, ils égorgent les gens, ils tirent sur des agents de la force publique, ils braquent les gens en longueur de journée. C'est-à-dire que ceux qui prennent la route Douanza-Tombouctou, ils égrènent le chapelet jusqu'à ce qu'ils arrivent. Pour vous dire que, en fait, on est vraiment plus en sécurité. Et pour répondre à votre question, est-ce que nous pouvons avoir espoir que cette situation se résolve? Bruno a en partie répondu. Il va falloir vraiment une volonté politique
extrêmement forte, premièrement, et une véritable cohésion des acteurs sur le terrain. Le maire de Gao a piqué une colère cette semaine en disant qu'il ne peut pas comprendre qu'il y ait environ 1 millier de militaires qui patrouillent à l'intérieur de Gao et que de l'extérieur de Gao, à 20 km de Gao, il y ait des individus qui puissent envoyer des roquettes. C'est cette situation que nous avons. Nous voyons des patrouilles dans Bamako, mais sommes-nous en sécurité? Nous allons en parler plus en profondeur. Quelques secondes de pause avant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de la presse aujourd'hui qui consacre un large volet à la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Alors nous allons revenir sur ce que disait tout à l'heure Célia sur cette distance qui sépare donc les tirs jusqu'à leur point final dans la ville de Gao, les tirs de roquettes. Alors Bruno Segbedji, vous êtes du journal L'Indépendant. Je l'ai dit cette fois de façon correcte. Alors, dites-nous quelles sont les responsabilités dans ces tirs de roquettes à quelques 20 km de Tombouctou parfois, de Gao également. Est-ce qu'à cette courte distance, on ne peut pas venir à bout donc, de ces attaques? Bon, la zone de Gao, Tombouctou, Kidal, il faut reconnaître que c'est une zone assez infectée de tous les groupes possibles. Parce que durant l'occupation, n'oublions pas, il y a eu le Moujao qui a poussé des tentacules et c'est des gens qui constamment sont aussi dans la population, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, du jour au lendemain, il suffit qu'ils fassent des reculs pour attaquer, pour créer l'insécurité, parce qu'ils ont intérêt, comme Célia l'a dit justement, ils ont intérêt qu'il y ait cette zone de non-droit soit maintenue dans cette zone. Instabilité. Tout à fait. Plus qu'une instabilité. Constamment mettre la population sous la terreur au jour le jour, c'est en cela que quand les gens abandonnent constamment les boutiques, les marchés, ils se livrent à cœur joie à des opérations de pillage et autres. Ça alimente leur réseau. Donc, c'est pas les forces de sécurité du Mali ont une lourde responsabilité. Au fait, le problème malien, quoi qu'on dise, on a beau avoir cette pudeur de ne pas le dire, mais l'aspect militaire prime sur toutes les volontés diplomatiques, de négociation, toutes les volontés politiques. L'aspect militaire doit primer. Donc il faut véritablement, je n'allais pas dire montrer les biceps, mais il faut que l'armée, il faut que l'outil de défense du Mali fasse son boulot. Mais la communauté internationale bloque aujourd'hui l'armée malienne en l'interdisant de réagir ou bien de quitter ses positions. Est-ce que cela peut être conforme avec cette attente donc, dont vous parlez? Non, avec la mise en œuvre de l'accord. Vous parlez de la mise en application de l'accord. Ce n'est pas tout de suite, mais cette situation va s'étendre jusqu'à ce que... C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut que nous croisions les doigts, pour que les religieux et autres fassent des bénédictions, pour qu'on arrive... Au 15 avril. À la signature. Après le 15 avril, à la signature véritable, et dans la mise en œuvre, maintenant, l'accord prévoit que la zone soit mieux militarisée, que les forces de défense soient déployées sur tout le terrain. C'est en cela que les gens saluent l'accord comme quoi il est mieux que les accords précédents parce qu'il n'y a plus de zone à démilitariser. C'est avec cette présence permanente-là que la zone sera surveillée comme tu l'es sur le feu, avec un déploiement constant. Alors, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, alors vous n'êtes pas de Gao, vous n'êtes pas à Gao non plus, mais je vais quand même vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a à l'idée qu'une obus peut tomber à côté à tout moment? Je n'ai pas besoin d'être de Gao pour répondre à votre question. Nous sommes à Bamako et ce qui arrive à Gao peut très bien arriver à Bamako. Il y a eu une attaque il y a quelques semaines ici à Bamako. Il y a quelques jours, il y a une maison qui a explosé et de façon très claire, il y avait des explosifs, des détonateurs. Parce que quand on a dit que le monsieur il travaille dans les mines, on s'est dit bon, c'est peut-être pour faire de la recherche minière. Mais il y a toujours cette inquiétude là qui est là. Il y a quelques jours, il y a eu une rumeur, mais plus ou moins confirmée, qu'il y a eu un drone qui circulait au-dessus de l'Office national des produits pétroliers du Mali.
j'ai pas besoin d'être à Tombouctou inquiétant. pour être morte de peur que ces individus-là essayent de faire parler d'eux par une action d'envergure. À Bamako, pendant longtemps, nous nous sommes dit non, ils n'oseront pas parce que ils veulent quand même avoir une certaine adhésion des populations. Ils ne vont pas faire quelque chose qui va risquer de faire perdre la vie à des Maliens. Apparemment, ils n'ont pas ce genre de considération en tête. De toutes les façons, quand on voit leurs compères opérer au Nigeria, au Kenya, en Somalie, on se dit, ces gens-là, étant donné qu'ils épousent les mêmes idéologies, sont capables de faire ça. Que Dieu nous en garde. Mais encore comme Bruno le dit tout à l'heure, il faut vraiment que nos forces de défense et de sécurité montrent qu'elles sont là. En fait, le truc aussi, c'est vraiment ce sentiment diffus d'inquiétude. On n'en est pas encore à la psychose où tout le monde rentre chez soi à 19h se calfeutrer, mais c'est en train d'arriver. Les week-ends, quand vous sortez à Bamako le soir, maintenant, il y a des endroits que les gens évitent soigneusement. Et ça, c'est dramatique pour une ville comme Bamako, dont l'un des attraits, c'est vraiment cette joie de vivre là, cette chaleur humaine là. Donc, il est vraiment important que nous arrivions à rassurer la population, qu'elle soit de Kidal, de Tombouctou, de Caille, parce que nul ne sait où ces gens-là vont frapper. Ils ont démontré qu'ils ont la capacité de s'éparpiller, de se faire transformer en caméléon et frapper où ils veulent. C'est ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Et vraiment, on espère que je ne sais pas, je ne suis pas de la police, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais qu'il y a réellement une prise en compte de ce risque-là, que nous ne sommes pas dans le saupoudrage, mais qu'il y a réellement une prise en compte de ce risque-là et que ce qu'il y a à faire est fait. Alors, nous allons donc parler de cette libération d'otages, longue barbe grisonnante et démarche hésitante. Selon les observateurs, l'ex-otage néerlandais Chakri, libéré lundi 6 avril, a remercié l'armée française de lui avoir rendu la liberté après plus de 3 ans de captivité dans le nord du Mali. Chakri, j'espère que je prononce bien le nom, 54 ans, conducteur de train en vacances, avait été enlevé à Tombouctou le 25 novembre 2011 par un groupe d'hommes armés sur la terrasse de son hôtel avec plusieurs autres occidentaux. Alors Bruno Sekbedji du journal L'Indépendant, est-ce que la force Barkhane concentre plus ses actions dans l'extrême nord, à savoir Kidal, aux alentours des villes comme Tombouctou et Gao? Est-ce que ces villes sont oubliées au profit du nord du Mali? Non, les autres villes ne sont pas oubliées, mais Kidal est le nœud, j'allais dire, Kidal est le berceau de tout ce qui se passe au Mali depuis des années. Donc c'est le centre névralgique sur lequel les forces internationales, notamment Barkhane, les forces là ont le regard braqué là-dessus pour que ils empêchent toute reconstitution des groupes djihadistes, des groupes terroristes. C'est dans l'une de ces opérations d'ailleurs que la libération du Néerlandais est intervenue, sinon ce n'était pas prévu. Donc ce n'est qu'un geste à saluer, à encourager pour que de telles opérations puissent être suivies, puissent être revigorées, j'allais dire, avec la présence constante des forces armées maliennes. Parce que tôt ou tard, on ira vers le passage de témoins entre les forces internationales et l'armée malienne. Donc il faudra que ces gens-là soient vigoureusement associés à ces opérations pour prendre la main et faire revenir un peu plus la sécurité dans ces zones, notamment à Kidal. Alors, est-ce que dans cette libération, Célia, on a oublié l'armée malienne? Son nom n'a pas été cité. On a parlé d'une collaboration entre les forces spéciales françaises et l'opération Barkhane. Oui, tout simplement parce que ce n'était pas une opération de l'armée malienne. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart des otages qui sont libérés, quand ils disent merci, ils disent pas merci à l'armée malienne. Je pense qu'ils ne considèrent pas que l'armée malienne est partie prenante de leur libération. Voilà, tout simplement. Mais je pense que quelque part, de toutes les façons, il a été avéré que l'armée malienne participe, même si ce n'est pas avec des armes et des armes sur le terrain, du côté du renseignement, tout à fait, l'armée malienne participe beaucoup à ce genre d'activité de ces différentes forces sur le terrain. Donc je pense que bon, c'est de bonne guerre. Hein. Il a dit merci à ceux qu'il a vus arriver en libérateur. C'est normal. Maintenant, nous remercions certainement notre armée à nous aussi qui travaille à
à redonner confiance à ceux qui veulent bien venir nous rendre visite chez nous. C'est vraiment pas évident pour des gens qui souhaitent tout simplement venir en vacances ici, qu'ils réfléchissent à 3, 4, 5 fois, surtout que leur gouvernement le leur déconseille très, très, très formellement. Donc, je pense que bon, merci à l'armée malienne quand même, nous on va le dire. On peut quand même Bruno oui, saluer le fait que les otages libérés au moins disent merci au chef de l'État, censé être le chef suprême des armées. C'est une manière de dire que peut mieux le faire. Mali n'a pas tout perdu. Le Mali n'a pas tout perdu. Reçu le président quand même, l'otage d'une manière ou d'une autre, contrôlant l'appareil militaire, d'une manière ou d'une autre, en termes de renseignement et de communication, permis cette libération. Est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté? Bien sûr, la souveraineté, elle est sacrée. On ne pourrait pas dire... Elle porte des coups, elle reçoit des coups, j'allais dire, mais le Mali demeure le Mali. C'est vrai que, on ne doit pas le taire, avec la visite aventureuse de l'ex-premier ministre à Kidal et tous les événements qui s'en sont suivis, le drapeau malien est descendu à Kidal, mais Kidal, quand même, demeure sur le territoire, et je crois avec tout ce qui va être mis en œuvre par l'accord, le gouvernement, les autorités militaires feront un effort pour être plus présents, et notamment à Kidal. Donc la souveraineté du Mali, elle demeure. Elle est souple. Alors, Célia, nous allons un peu spéculer avec la signature, le paraphe de cet accord le 15 avril prochain. Comment est-ce que, Inch'Allah, le déploiement de l'armée et de l'administration de façon générale pourrait se faire dorénavant? Oh mon Dieu. C'est une question extrêmement difficile que vous me posez. Comme vous avez dit, on va spéculer. Ça va être le préambule. Voilà, on va spéculer vraiment. Je pense que de toute façon, dans l'accord, il y a très clairement défini les voies et moyens pour un retour rapide et efficace de l'autorité malienne. Parce que je le dis comme ça va de l'administration à l'armée, etc., de l'autorité malienne sur cette partie de son territoire. Donc je pense qu'il suffira, si... et je l'espère de tout mon cœur, cet accord est non seulement paraphé, mais signé. Parce que le paraphe, c'est juste pour dire, ouais, bon, on est d'accord. Mais la signature fait valeur d'engagement. Donc, à partir de la signature de cet accord, eh bien, que nos administrations pourront retourner, que les familles de Kidal qui aujourd'hui n'ont quasiment plus accès à la santé puissent y avoir accès, que les examens puissent enfin se passer, que les enfants puissent avancer dans leur cursus scolaire. Bref, que la vraie vie reprenne à Kidal. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un simulacre d'existence que vivent les populations de Kidal. Nous avons tous vu ces images abracadabrantesques cette semaine où on a foulé notre drapeau malien au pied. Mais je veux dire, ce n'est même pas le drapeau malien, c'est un bout de tissu et ils le savent. Et je sais qu'ils savent que le Mali est chez lui, à Kidal, et que rien ne pourra changer cela. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième tranche de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre compte Twitter, notre page Facebook Studio Tamani, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Vous pouvez réagir à nos productions, réagir également en direct à ce débat sur notre compte Twitter ou bien sur notre page Facebook. Nous avons toutes nos productions qui sont donc stockées sur notre site web. Faites-y un tour. Alors, cette troisième partie parle donc de la visite de Michel Sapin, ministre des Finances français, qui est donc venu à Bamako. Il a été reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La France va donc annuler la dette monétaire que le Mali lui devait, qui s'élève à quelques 43 milliards de francs CFA. Alors, signification de cette annulation. Avec vous, Bruno Sekbedji du journal L'Indépendant. Oui, c'est une décision fort à saluer. Pourquoi maintenant? Bon, d'abord, il faut noter que c'est depuis les événements, depuis la crise, que les relations en général, les rapports financiers entre le Mali
et les partenaires en développement, notamment la France, se sont refroidis. Maintenant, avec le rétablissement de l'ordre constitutionnel et tout ce qui s'en est suivi, il y avait déjà, les partenaires du Mali avaient déjà dans leur agenda ce rétablissement et puis ces actions, comment je pourrais les qualifier, pour doper l'économie malienne en termes d'annulation de dettes. Mais il y a eu l'épisode du FMI sur lequel le scandale à répétition que je ne vous fais pas dire, qui a fait que les rapports encore il y a eu une forme de crise de confiance entre Bamako et certaines capitales occidentales qui a certainement retardé cette échéance. Maintenant, avec les dernières évolutions, le déplacement du ministre de l'économie et des finances à Bretton Woods, enfin au FMI, avec tout ce qui s'en est suivi en termes de processus du FEC, le Mali est devenu plus fréquentable, plus bon élève ces derniers jours devant les institutions financières internationales, notamment pas Paris. Donc l'agenda consistant à annuler la dette n'a fait que été mis en branle. C'est comme ça que j'analyse l'opération. Dette annulée, 43 milliards, Célia? Je suis désolée, je n'applaudis pas à deux mains. Parce que pour moi, je ne m'y connais pas beaucoup en économie, mais j'imagine que cette dette a déjà été remboursée une bonne dizaine de fois, rien qu'en regardant les intérêts. C'est ça le mécanisme de la dette. Vous prêtez 5 francs, vous remboursez 500 000 francs, parce que la dette court et vous n'avez pas les moyens de donner tout de suite ce que vous avez prêté. Deuxième point qui me laisse un peu mitigé, c'est que ce n'est pas de l'argent qui a permis au Mali de travailler sur son processus de développement. C'est une dette monétaire, si j'ai bien compris ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est une dette qui court depuis 1984. Au moment où le Mali a décidé de quitter, je pense bien, le franc malien pour rentrer dans la zone CFA. Alors, pour rentrer dans la zone CFA, on devait payer quelque chose. Et à l'époque, cela allait, je pense, jusqu'à 229 milliards de francs CFA. C'est une dette que le Mali a payée un peu, et il restait encore beaucoup. Et il semble que le ministre Igor aurait dit, l'État malien a dit, aidez-nous à gérer cette histoire la façon la plus simple possible. Et nos amis français ont dit, la façon la plus simple, c'est que on vous donne cadeau. Mais encore une fois, c'est pas de l'argent qui a participé au développement du Mali. On n'en a rien fait. C'est de l'argent qu'on a payé pour avoir droit à quelque chose, d'accord, qui en principe pour moi était normal. Nous sommes un pays africain qui est dans une zone pour rentrer dans cette zone. Mais le CFA étant arrimé au franc français à l'époque et à l'euro aujourd'hui, voilà. La présence du ministre français au Mali me laisse encore bizarre parce que c'est pour participer à une réunion des ministres de la zone franc, pour montrer encore une fois que sur le plan économique, nous sommes extrêmement loin de l'indépendance. Notre franc CFA continue d'être frappé quelque part dans une région française. Et cette situation-là, alors que nous tous, Africains, nous crions « il nous faut notre monnaie », n'a pas l'air de vouloir changer. Donc, franchement, je n'applaudis pas. Alors, nous allons donc continuer avec cette annulation de dette. Est-ce que vous l'avez dit, Bruno, c'est une façon de redorer le blason du Mali en lui octroyant plus de confiance. Mais est-ce que cela rassure les organisations comme le Fonds monétaire international, cette action de la France? Ça peut être un coup diplomatique également. Non, moi je ne fais pas la lecture comme quoi cette annulation de dette va rassurer les partenaires du côté de Washington, mais c'est plutôt l'inverse. C'est le fait que les relations, c'est cette analyse que je fais, le fait que les relations entre le Mali et les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, ces relations se sont améliorées ces derniers jours. C'est cela qui certainement est un indice pour la France, pour Paris, de faire ce geste. Parce que n'oublions pas que la France est le premier partenaire en développement du Mali. Et donc, comme Célia l'a dit, c'est pratiquement les rapports entre nos pays là, et Paris, tout le monde le sait, c'est des rapports assez condescendants, c'est comme le fils et le père. Et donc, on ne peut pas le cacher. Donc, les rapports particuliers entre nos dirigeants aussi jouent dans ces relations financières.
entre le président de la République et le président François Hollande, il y a plus ou moins une forme de complicité. Donc Paris a je ne dirais pas devoir, mais cette prédisposition à aider le Mali dans sa passe difficile face à son problème du Nord, face à un front social. N'oublions pas, le Bamako a encore beaucoup de difficultés. La question de trésorerie se pose. Les députés en parlaient récemment. Donc Paris a senti cette frilosité ou bien cette nécessité de donner un coup de pouce à Bamako, surtout dans le cadre de cette rencontre qui va se tenir pour aider, et cela peut attiser encore d'autres sympathies du côté de l'Europe, du côté des autres pays, à aider le Mali, à la veille de ce processus fort heureux qui s'engage pour le Nord sur le plan sécuritaire. Merci beaucoup Bruno. L'actualité également cette semaine, c'est qu'après la Côte d'Ivoire, le Mali a décidé d'interdire l'importation de volailles en provenance du Burkina Faso. Ce pays est frappé par une épidémie de grippe aviaire. Cette mesure a été prise pour prévenir le risque de propagation de cette maladie très contagieuse. Alors, après les programmes de réhabilitation et même de construction de certains marchés à volailles dans les différentes communes de la capitale et même un peu partout au Mali, est-ce que Célia, les mesures élémentaires sont aujourd'hui favorables à cette propagation de la grippe aviaire au Mali? J'espère que non. J'espère qu'elles ne sont pas favorables à la propagation, mais au contraire qu'elles sont favorables à notre protection. Parce que je salue déjà la communication tous azimuts qui est faite par rapport à ça, parce qu'en général... on pêche sur ce côté-là, on n'informe pas suffisamment les acteurs, et cette fois-ci c'est un travail qui est fait, donc je pense que les choses se font dans le bon sens. Il faut aussi noter que c'est une menace que nous avions déjà connue par le passé, il y a quelques années, donc les acteurs sont plus ou moins outillés pour y faire face de manière rapide et de manière efficace. Maintenant, on connaît... On le dit tout le temps en matière de sécurité, mais ça vaut en matière de commerce, la porosité de nos frontières. Donc, je pense que les services aux frontières doivent être certainement en alerte pour éviter que des poulets burkinabés, qui sont, ma foi, très succulents, et je regrette vraiment que la grippe aviaire soit tombée là-bas. Pour ceux qui sont en vacances à Ouaga à ce moment, ça ne doit pas être très agréable. Et que cette maladie-là ne rentre pas au Mali, pour être plus sérieux, que cette maladie-là ne rentre pas au Mali parce que c'est une maladie qui malheureusement augmente la pauvreté de ces agriculteurs-là qui perdent tout en l'espace de quelques heures. Donc les mesures de sécurité sanitaire sont prises, mais qu'il faut peut-être que les mesures de sécurité sécuritaires suivent au niveau des frontières pour vraiment éviter qu'il n'y ait de passage frauduleux. Alors un autre problème à une des frontières du Mali, c'est donc cette grippe aviaire. Si on a pu être efficace entre guillemets dans la prévention contre le virus Ebola, est-ce que le Mali est à même de pouvoir être efficace, Bruno, dans ce sens-là également de la prévention contre la grippe aviaire venant du Burkina Faso? Bon, ce n'est pas la première fois que la grippe aviaire secoue la sous-région. Et quand c'était, je crois, en 2006, déjà, le Mali était confronté à cela. Et il faut souligner aussi que ce n'est qu'un type de virus, le H5N1, qui est susceptible de s'attaquer à l'homme, à travers notamment la manipulation ou les préparations touchant à la volaille. Mais ce que je voulais dire, c'est que Célia a souligné tout de suite l'aspect porosité de nos frontières. Mais il y a aussi porosité. Par rapport aux oiseaux en général, les oiseaux ont cette capacité-là, on ne dirait pas porosité. Donc c'est simplement, il s'agit d'activer tout le système de prévention sanitaire, du système des vétérinaires, prendre toutes les précautions en termes de sensibilisation aussi pour parer à cette éventualité. Sinon, on a beau interdire les importations, mais les oiseaux... ils n'en ont cure. Ils peuvent nous circuler à loisir et nous menacer. On va seulement prier que les dispositions soient prises pour que ça ne soit pas
autre chose pouvant aller vers la menace du virus Ebola. Alors, est-ce que de la même manière qu'on a mis les checkpoints aux frontières, est-ce que les services vétérinaires doivent aujourd'hui s'impliquer dans cette lutte, Célia? De toutes les façons, cela, en principe, est le cas aux frontières. Il y a des agents des services vétérinaires, en principe, à tous les postes de frontières pour vérifier que les passagers n'essaient pas de faire passer des oiseaux protégés, des animaux malades, etc. Donc maintenant, comme l'a dit Bruno, il faut que ce dispositif-là soit renforcé, de sorte que, il est vrai, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus du Mali, mais en tout cas que les animaux que nous apportons nous-mêmes ne soient pas des animaux infectés. Et j'entendais tout à l'heure quand j'arrivais un reportage sur une radio où une dame du service vétérinaire disait que même les plumes de poulet étaient interdites parce que tout ça peut contenir le germe. Bruno le disait, il n'y a que le H5N1 qui est transmissible à l'homme. Moi, mon inquiétude va même au-delà du côté sanitaire, il est aussi du côté économique parce que c'est un pan important aujourd'hui de l'agriculture malienne, qu'est l'aviculture. Et si une menace pareille nous tombe dessus, elle sera très dommageable pour ces exploitants-là. Donc vraiment, on espère que du côté des frontières, les services vétérinaires renforcent leur capacité d'action et que les uns et les autres aussi soient, comme il l'a dit, suffisamment sensibilisés, comprennent que ce n'est pas pour les brimer ou quoi que ce soit, mais c'est pour notre sécurité à nous tous et la leur en premier, parce que ce sont eux qui exploitent cette activité-là. Alors, quelles doivent être aujourd'hui les précautions dans les différents marchés aujourd'hui à l'interne, à Bamako, par exemple, Bruno? Avant même les précautions, les sensibilisations. Je crois que d'ores et déjà, on dit souvent gouverner c'est prévoir, d'ores et déjà on devrait voir sur nos antennes une campagne de sensibilisation. Ce n'est pas pour donner la psychose, mais déjà le Burkina est frontalier du Mali, il faut sensibiliser les gens. Ensuite, les précautions particulières, c'est toute volaille qui serait en mauvaise forme, qui donnerait l'apparence d'être malade, il faut que ceux qui sont les commerçants ou bien tous ceux qui pourraient les manipuler fassent attention, ne les manipulent pas ou fassent appel à des vétérinaires pour... on ne sait jamais, comme on a mis l'accent sur l'aspect des oiseaux qui peuvent voler et donc qui peuvent transmettre la maladie de part et d'autre. Tout oiseau qui donnera l'apparence d'être malade, d'être souffrant, il faut appeler les vétérinaires, les spécialistes pour le diagnostiquer rapidement. Alors Célia, on se rappelle lors de cette épidémie Ebola que beaucoup ne croyaient pas donc à cette épidémie. Est-ce que les sensibilisations suffisent aujourd'hui à convaincre la population pour ce genre de risque? J'espère que oui. Parce que, de toutes les façons, quand c'est une question de santé, on a toujours crainte de faire peur aux gens. Mais je pense que, comme Bruno l'a dit, il faut donner la bonne information. Et je pense aussi que, des fois, on minimise un peu l'intelligence des gens qui sont, des populations. Je pense que à quelqu'un qu'on explique, si tu acceptes qu'un poulet rentre dans ton élevage et que tu as 1000 têtes de volaille et qu'en une nuit tu perds tes 1000 têtes de volaille à cause de ce seul poulet, il ne sera pas bête. Quand il va avoir un poulet malade, il sera le premier à courir pour aller chercher le vétérinaire. L'essentiel, c'est d'expliquer quelle est cette maladie, comment elle se manifeste et quelle réaction on doit avoir quand on est face à quelque chose qui est suspect. Et question d'Ebola, c'était le cas. C'est vrai que les gens, dans nos habitudes, ça a été difficile, mais à un moment donné, vous avez vu, tout le monde se lavait les mains parce qu'on avait compris que la menace était réelle. Et c'est le cas. D'accord. 45 minutes, c'était pas compliqué à meubler grâce à l'éloquence de nos invités, Célia Dalmeida du journal dumali.com et Bruno Sekbedji du journal L'Indépendant. Merci à vous pour votre disponibilité et toutes mes excuses auprès de Bruno pour avoir écorché son nom au début donc de cette émission. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission, Mamadou Ouattara était à la technique, Salim Douara est à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Siki Kafoba. Et
e dawani wa maqaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Maundi. Cheniberi, Siki Kafoba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.